Bonjour Anne-Claire, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour Anna, merci à vous d'avoir proposé. Je suis ravie d'être là. Vous avez consacré une partie de vos recherches à la représentation de la violence dans les textes littéraires. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix, à étudier cette thématique difficile mais essentielle? C'est une bonne question. Alors j'y suis venue à partir de ma thèse de doctorat. J'ai travaillé au début sur les questions de lecture et de réception et j'ai travaillé sur la réception de Madame Bovary, le personnage comme le roman, de sa publication à nos jours avec des traces de réception empirique, donc à partir de réception réelle, de lecteurs réels, de lectrices réelles. Et je me suis très vite rendu compte que c'était un personnage qui était assez mal aimé pour des questions de représentation du féminin, c'est-à-dire que c'est toujours un personnage qui est perçu comme un anti-modèle de ce qu'on attend d'une femme en fait, et peu importe les époques. Ce qui tient, alors pas pour les mêmes raisons. Les lycéennes d'aujourd'hui, ils voient une femme soumise, une femme qui ne pense qu'à l'amour. En même temps, c'est aussi une mauvaise mère, donc ça les trouble beaucoup, alors que les contemporains de Flaubert, ils voient vraiment une femme adultère. Beaucoup, d'ailleurs, on parle comme d'une courtisane ou d'une prostituée dans les textes qui suivent le procès. Et ça m'a amené à réfléchir à ces questions de représentation des personnages féminins, des femmes dans les textes littéraires, avec de manière sous-jacente cette question d'un côté de la violence que peut exercer le texte et l'auteur sur un personnage, sur son personnage, de manière parfois complètement inconsciente, hein, mais c'est quand même une vraie question. Et de l'autre, la question des représentations de la violence à l'intérieur de la diégèse. Donc comment, notamment dans le cas, quand on étudie cette question-là par l'angle du genre, les relations hétérosexuelles sont extrêmement empreintes de violence en fait, et notamment dans des textes qu'on enseigne assez couramment comme canoniques. Et par exemple, Madame Bovary, l'ayant fait lire donc, à des lectrices, des lycéennes qui l'avaient au programme du baccalauréat et qui écrivaient des journaux de lecture, c'est un personnage qui a été perçu par certaines comme étant violenté, alors que c'est assez peu relevé dans la critique littéraire, c'est très peu relevé. Notamment cette fameuse scène de première fois avec Rodolphe et le « elle s'abandonna » qui a été relevé comme pour deux d'entre elles potentiellement un viol, une agression. Elles sont gênées, il y en a une qui dit « je dis pas qu'il la viole mais quand même ça me dérange ». Donc tout ça, ça m'a amené à réfléchir à ça, et puis évidemment il faut pas oublier la part du collectif. On est maintenant nombreuses à travailler sur ces questions au sein de l'université française, des jeunes chercheuses pour beaucoup, il y a aussi des jeunes chercheurs. Ça crée une synergie. Je travaille avec des chercheuses comme Anne Grandénon, Lucie Nizar, Armelle Dubois-Naït, Réjeanne Vallée, enfin voilà, il y en a beaucoup, elles sont toutes absolument formidables et c'est vraiment important de savoir qu'elles existent, qui créent des projets sur ces questions-là. Par exemple, aujourd'hui je participe à un projet qui s'appelle Avisa, c'est comme ça se prononce, et qui a pour projet d'historiciser le harcèlement sexuel, c'est-à-dire en recensant les victimes de harcèlement sexuel du Moyen-Âge, de l'Antiquité même, à MeToo. À la fois les victimes, les personnages réels et les personnages fictifs. Donc, et de recenser aussi les mots qu'on emploie quand on n'a pas ce terme de harcèlement sexuel qui apparaît en fait assez tardivement au XXe siècle pour désigner en tout cas le harcèlement sexuel. Quels sont les mots employés dans les textes littéraires, comment on en parle au Moyen-Âge, etc. Donc voilà, j'ai fait un peu un détour là, mais voilà, j'en suis arrivée à ça. Et aujourd'hui, alors c'est une question aussi plus profonde de qu'est-ce que la littérature pour moi. Je pense que de plus en plus, pour moi, la littérature, c'est vraiment une façon d'aider à mieux vivre, même si c'est un peu... en tout cas, d'aider à entrer en relation avec autrui. Et entrer en relation avec autrui, c'est aussi penser les rapports de pouvoir dans lesquels on est pris et les rapports de domination, et dont les manifestations les plus extrêmes sont sans doute la violence, en fait. Ce qui me mène aujourd'hui à travailler sur des corpus qui sont des corpus encore plus sensibles, si on peut dire ça, puisque je travaille à la fois sur la question des violences faites aux femmes dans les textes du 19e siècle,
textes canoniques, mais je travaille aussi en littérature de jeunesse sur des corpus qui abordent la question de l'inceste et des violences sexuelles faites aux enfants dans la littérature de jeunesse. Comment c'est abordé, comment c'est représenté, et est-ce que c'est représenté de telle sorte. La question que je me pose, c'est la question de la justesse. C'est en fait un entre-deux entre la question de la justice et la question aussi de l'adéquation esthétique, quoi. Représenter avec justesse sur des sujets comme ça, qui sont des sujets très sensibles et qui engagent des visions du monde et des rapports à l'autre, ça me semble absolument essentiel. Et puis quand on commence à ouvrir cette boîte de Pandore-là, c'est fou ce qu'on trouve en fait. Et puis aujourd'hui on travaille, on pose la question des violences faites aux femmes, ça a énormément d'écho. Mais moi je me dis qu'en fait c'est une question très très globale des violences faites aux personnes dominées, et donc ça inclut aussi les personnes handicapées, les enfants, les personnes racisées évidemment. Et donc voilà, je pense que la littérature et l'université ont une mission sur ces questions-là. Et l'université en tant que faculté de lettres. Puis moi-même, je travaille en INSPE, donc l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation, qui reste pour l'instant nommé ainsi, donc qui forme les futurs professeurs des écoles. Et c'est évidemment une question essentielle aussi pour l'enseignement. C'est essentiel d'interroger ça en recherche, et c'est essentiel en enseignement. Parce que qu'on le veuille ou non, une fois qu'on a dit que la littérature, c'était qu'une question d'esthétique, par exemple, ça n'était que des représentations et ça n'est pas une question de morale, en fait, face à la violence, cette thèse-là, elle atteint ses limites. Parce que face à quelque chose qui représente de la violence, ne pas en parler, c'est donc cautionner cette violence. C'est donc être dans une morale, mais une morale qui est celle de la caution de la violence, du non-dit. Et on est vraiment... je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire ça, on ne peut plus se permettre de faire ça aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui permettent des formes de libération de la parole. Par exemple, Internet, qui est un outil à prendre avec toutes les précautions du monde, mais il n'empêche que ça permet aussi de faire entendre les voix des personnes dominées, violentées. Et forcément que l'université, qui n'est pas déconnectée du monde, doit nécessairement s'interroger à partir de ça aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Mais... Certains textes littéraires reproduisent des schémas sur les violences sexuelles. Comment distinguez-vous une œuvre qui perpétue ces stéréotypes d'une œuvre qui les interroge ou les déconstruit? Par exemple, dans les liaisons dangereuses, bien que ce texte soit souvent étudié en tant que critique de domination du rapport de pouvoir, certaines scènes, comme la séduction forcée de Cécile Armand, peuvent être perçues comme banalisant ou esthétisant le viol, pareil pour Nana de Zola. Et à l'inverse, des textes comme Le consentement de Vanessa Springora ou Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir interrogent directement ces schémas. Alors, quelle est la frontière? Comment on peut distinguer? C'est vraiment une excellente question, et c'est une question de... Alors, c'est à la fois une question qu'on peut aborder du point de vue de la production, de l'auctorialité, c'est-à-dire l'origine du texte, et en même temps la question de la réception. Par exemple, il y a un certain nombre de textes qui sont encadrés par leurs auteurs, leurs autrices, et qui disent voilà ce que j'ai voulu faire, ou qui ne disent pas ce qu'ils ont voulu faire. Zola, il est extrêmement clair que son roman, c'est un roman sur la déchéance d'une femme, d'un personnage ça rentre dans le grand projet d'Horizon Macquart, et donc il n'y a absolument à aucun moment chez Zola, dans le discours de Zola, de volonté de dénoncer la violence faite à Nana. Alors, le cas des liaisons dangereuses est intéressant parce qu'en fait, le roman libertin et les liaisons dangereuses peut être perçu comme un roman qui dénonce des violences, qui représente ces violences de manière esthétique pour les dénoncer. La figure du libertin.
Mais ce qu'on peut quand même interroger dans tous ces romans, je pense aux liaisons dangereuses, je pense aussi à l'esthétique réaliste. Moi, je ne suis pas spécialiste du XVIIIe siècle, mais pour l'esthétique réaliste, c'est assez clair. C'est que, donc, au niveau du texte lui-même, d'abord le paratexte ou la façon dont il est encadré par son auteur, mais aussi de la manière dont il est écrit, on se rend compte que cette esthétisation, elle fait partie d'une façon d'écrire à l'époque, qui est une façon d'écrire qui est extrêmement masculine, qu'on a pu appeler le male gaze ou le regard masculin, et qui induit par toute une série de procédés narratifs, littéraires, l'adoption d'un point de vue masculin sur le corps féminin, une fascination pour ce corps qui est violenté, qui est abîmé. Parfois, franchement, même chez Zola, une forme de revanche du narrateur sur le personnage violenté. Disons qu'on peut dire que le 19e siècle est vraiment un siècle, c'est Eliane Viennot qui en parle comme le siècle de l'âge d'or masculin. C'est vraiment un siècle où s'institutionnalise le patriarcat. C'est-à-dire que les grandes institutions de l'État, que ce soit la police, la justice, la médecine, toutes se mettent à développer, d'ailleurs de manière extrêmement rationnelle, scientifique, positiviste, un discours et des moyens de contrôle des femmes. Donc ça, en fait, cette misogynie, ce patriarcat a toujours existé, c'est pas la question. Mais là, tout d'un coup, ça devient un appareil d'État. Et de ce point de vue-là, l'écriture réaliste, naturaliste, rentre dans l'intérêt, enfin, comment dire, soutient ou en tout cas alimente cette représentation même presque médicale du corps de la femme qui est soutenu par tout un discours qui se veut rationnel, qui se veut réaliste, justement, sur les femmes. À ceci près que ce qui est intéressant avec l'esthétique réaliste, en tout cas moi c'est l'hypothèse que je pose, c'est que c'est... Et on en vient à mon deuxième point qui est la question de la réception, c'est que c'est une esthétique qui... en fait, qui à la fois reprend des procédés comme celui du male gaze, qui domine en fait finalement les personnages féminins dans le texte même, mais qui prend toujours des personnages féminins comme énormément de personnages féminins, ça va avec cette question de fascination, de regard masculin, comme des protagonistes qui sont au centre d'un parcours qu'on essaye de représenter de manière réaliste. Et donc ça ouvre la voie à une réception féministe. Ça ne veut pas dire qu'on peut les lire de manière féministe, mais quand on lit l'Assommoir, par exemple, on peut lire, quand on lit l'Assommoir, par exemple, Zola, on peut lire ça parce qu'il y a une représentation très réaliste des conditions de vie de Thérèse. On peut lire ça en se disant, mais c'est une femme violentée, c'est une femme battue, c'est une femme agressée sexuellement. C'est écrit en fait. Donc en fait, le réalisme contient en lui-même la possibilité d'une réception qui déconstruit ou qui prend de la distance avec cette volonté de représenter de manière réelle, même si c'est chapeauté, même si c'est comme gouverné par un narrateur qui est franchement un narrateur masculin et misogyne. Et donc on en vient à mon deuxième point, c'est que certains textes, alors d'autres textes par exemple comme celui de Simone de Beauvoir, ou vous parliez du Xe siècle, ou Le consentement de Elsa Springora, ou Triste tigre de Neige-Sino, ces textes qui, par leur autrice, sont encadrés comme des textes de dénonciation des violences faites aux femmes. Donc forcément qu'on les lit, alors en plus le Xe siècle c'est un essai, donc c'est un peu différent, mais Le consentement ou Triste tigre, c'est quand même des textes qui sont écrits encadrés par un discours de dénonciation de ces violences, dans une période où on libère la parole, et puis ce sont quand même aussi des textes d'autofiction, qui sont des textes de témoignage en fait. Donc tout de suite, quand le statut de l'événement raconté change de statut fictif à statut non fictif, la possibilité de la critique est beaucoup plus forte. Si la vie je ne sais pas si l'Assommoir c'était un témoignage ou un documentaire, peut-être qu'on le lirait avec davantage de critique de ce système patriarcal, parce que la vie de Thérèse ne fait absolument pas rêver. Mais il y a ce dispositif de la fiction, il y a le fait que le narrateur omniscient soit là pour nous dire ce qu'il faut penser, qui fait qu'on peut perdre de vue cette violence en fait, ou que le narrateur est là pour l'esthétiser.
Et puis, ouais, ce que je disais aussi, c'est qu'il y a la question de la réception. Par exemple, un texte comme Les liaisons dangereuses, ou voilà, par exemple, Nana, peuvent être relus aujourd'hui en disant, certes, peut-être que les auteurs étaient misogynes, peut-être que le texte contient en lui-même une violence face au personnage féminin, mais quand on se met à le lire, l'étudier, en parler comme un texte qui représente ces violences, ça devient un outil de dénonciation des violences. Donc c'est aussi ce qu'en fait la réception en fait, ce qu'on en fait aujourd'hui qui peut changer l'orientation de ces textes. Donc, est-ce que vous pensez que certaines œuvres littéraires, même classiques, doivent être réinterrogées ou réinterprétées sous la lumière de débats contemporains? Bien sûr. En étant conscient qu'on lit toujours à une époque, à un moment donné, à partir d'un point de vue social et d'une communauté interprétative. Donc, mon point de vue et celui d'un certain nombre de mes collègues ou amis lectrices féministes, par exemple, va aujourd'hui se diffuser davantage dans l'université, dans la société, et peut-être que dans quelques années, il va être remis en question par un autre courant interprétatif. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est ça qui fait que la littérature vit. Mais moi, je défends l'idée que ces débats contemporains, c'est vraiment une opportunité pour ces textes-là. Parce que ce sont des textes, on parle de cancel culture, mais ça n'a jamais été la démarche qui est au cœur, en tout cas, du travail d'un certain nombre de mes collègues. Et bien, c'est au contraire un travail de relecture. Et donc, de lecture. Déjà, pour commencer, on exhume des textes, on les redonne à lire, on propose de les lire autrement. Je pense que ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de confronter les différentes lectures. Parce que là, on se rend compte aussi de la pluralité des interprétations possibles et sans jamais atteindre une vérité, parce que de toute façon, il n'y a pas de vérité en littérature, dans la réception d'un texte, ça n'est que de l'interprétation. On peut atteindre, comme je disais tout à l'heure, une sorte de justesse ou d'équilibre. En tout cas, on peut se faire son propre avis. Et je pense que ces textes-là vraiment gagnent à être relus à la lueur de ces débats contemporains. Et quand je dis relus à la lueur de ces débats contemporains, c'est que ces débats contemporains servent à utiliser les outils qui sont les nôtres, parce que nous sommes des littéraires, en les mettant au service de ce questionnement éthique, par exemple celui de la violence faite aux femmes. Par exemple, moi je lis beaucoup avec la question de la narratologie. La question du point de vue est absolument essentielle dans ces textes-là, notamment dans les récits. Par exemple, dans Belle Amie de Maupassant, il y a une scène de viol, la viol de Madame Walter, et en fait, quand on le fait étudier, ou quand même on l'étudie soi-même, ou qu'on le donne à étudier à des étudiants, des étudiantes, un outil qui est très intéressant, c'est celui du point de vue, parce que si on se met à s'interroger sur la focalisation, on est dans la focalisation de quel personnage? Et qu'on se rend compte qu'on est dans la tête du personnage masculin, mais qu'on se concentre ensuite sur les actions que le texte raconte, donc les réactions en fait physiques de Madame Walter. Tout d'un coup, quelque chose nous apparaît. Si on demande à ces étudiants, ces étudiantes, avec toutes les précautions du monde évidemment, parce que c'est des sujets sensibles, d'ensuite écrire cette scène en prenant le point de vue de Madame Walter. Là, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'évidemment, que Maupassant, il écrit toujours d'un point de vue masculin, omniscient mais masculin. Et même si Georges Duroy est un héros problématique que Maupassant reconnaît comme problématique, on est toujours dans cette esthétisation de la violence et du mauvais, oui c'est ça, du anti-héros mais qui fascine quand même, cette fascination pour la masculinité toxique en fait. C'est des termes contemporains, hein, mais c'est des termes qui sont assez utiles pour comprendre les textes. Après, ce qui est important aussi, je pense, quand on étudie ces textes à la lueur des débats contemporains, c'est d'avoir une conscience que les mots qu'on emploie, par exemple, sont nos mots d'aujourd'hui pour parler d'une réalité qui peut être une réalité d'avant. Et la question du lexique, la question de l'anachronisme est importante à poser. Et moi, je défends beaucoup l'idée de ce qu'une chercheuse en histoire a développé, cette notion d'anachronisme contrôlé. C'est-à-dire que de toute façon, dès qu'on aborde un texte littéraire ou qu'on fait de l'histoire à partir de notre point de vue contemporain, on est forcément dans une posture anachronique, puisqu'on n'est pas dans l'expérience passée, on est dans notre expérience du monde. Et donc, une fois qu'on sait ça,
Ça veut dire qu'on peut se permettre de relire ces œuvres et de les lire avec notre point de vue contemporain, mais en le mettant à distance parfois, en le comparant aussi à ce que pouvaient dire les contemporains. Mais une fois qu'on a dit ça, par exemple, certes c'est anachronique de dire que Rodolphe agresse sexuellement Madame Bovary parce que les contemporains de Flaubert l'auraient jamais dit. Enfin, ça change rien, les contemporains de Flaubert étaient absolument aveugles à l'agression sexuelle et pour beaucoup, et donc voilà, l'agression, si on se penche sur les faits, voilà, c'est juste que peut-être qu'elle faisait bien davantage partie à la fois du paysage littéraire et du quotidien. C'était selon nos critères une agression sexuelle. Et alors ce qui est assez intéressant sous cette question-là, c'est qu'on a aussi tendance à penser que le passé était aveugle à la question de la violence sexuelle. Or, absolument pas. Par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi le débat sur l'Oaristis d'André Chénier, la lettre des agrégatifs au jury d'agrégation sur un poème d'André Chénier qui représente un viol, en tout cas selon moi. Et il y a récemment un chercheur qui s'appelle Guillaume Peureux, je pourrais vous donner les références. Peureux, P-E-R-E-U-X, je pourrais vous donner les références, vous envoyez l'article, qui montre qu'en fait cette reprise de l'Oaristis, de cette scène-là, Chénier n'est pas le premier à le faire. Il y a il y a plusieurs poètes du Moyen-Âge, enfin de la fin du Moyen-Âge ou le début de la Renaissance plutôt la Renaissance même jusqu'à Balzac, qui reprennent ce texte. Balzac a aussi repris ce texte dans Les Paysans. Et il le reprend, l'idylle de Théocrite. Et à chaque fois, c'est une manière pour ces poètes de s'interroger sur cette scène. Alors certains tirent vraiment la scène vers l'agression sexuelle et la violence. D'autres esthétisent, voire représentent à la fin un personnage féminin heureux de se marier, etc. Et chez Balzac, c'est clairement une scène de violence sexuelle, mais en même temps on voit ce regard masculin fasciné par le personnage de 12 ans qui est agressé. Donc on est vraiment dans une esthétique très 19e siècle, mais à chaque fois les auteurs posent la question en fait de cette scène. Et pourquoi, et c'est ce que dit Guillaume Peureux, il dit pourquoi on reprend cette scène selon lui, c'est parce que c'est quand même un questionnement qui traverse l'histoire, qui interroge les hommes, comme les femmes, mais les hommes ce sont eux qui ont la plume, que finalement la question de la violence sexuelle elle est jamais passée sous silence, et en plus c'est dans ces textes-là qu'apparaissent pour la première fois dans un de ces poèmes, qu'apparaît pour une des toutes premières fois le verbe harasser dans son sens sexuel. Donc pour la première fois qu'on parle de harcèlement. Et je pense que, par exemple, si on posait la question à George Sand de la réception d'un certain nombre de textes de ses contemporains, si on lui demandait je suis persuadée qu'elle nous dirait beaucoup plus de choses qu'on ne pense sur la violence sexuelle. Les femmes étaient absolument pas aveugles à la violence sexuelle, au danger. D'ailleurs, elle le dit elle-même dans plusieurs de ses lettres. Donc, c'est aussi quand on dit que c'est de l'anachronisme ou quand on dit qu'à l'époque, on ne pensait pas à la violence comme ça, c'est parce qu'on projette sur le passé un point de vue qui est un point de vue biaisé, qui est un point de vue masculin. C'est juste qu'il y a aussi toute une partie de la population du passé au discours desquels on n'a absolument pas accès en fait. On ne sait pas ce que pensaient les femmes de l'époque. Enfin, on le sait, bien sûr, on peut. Si on se penche sur le 19e siècle, on a des sources, on se rend bien compte que la question de la violence sexuelle était omniprésente et il y a des chercheuses qui ont éclairé ça, Léane Viennot par exemple. Mais le discours qui consiste à dire c'est anachronique, donc c'est pas du travail scientifique, c'est un discours qui lui-même est biaisé du point de vue de sa scientificité, parce que c'est un discours qui ignore un certain nombre de sources qui pourraient aller dans le sens de la reconnaissance de la violence. J'aimerais qu'on parle un peu plus de l'enseignement des sujets sensibles. Comment aborder les sujets sensibles comme les violences, comme les viols, surtout dans le secondaire? C'est une bonne question. Alors, quels sont les outils, les supports Alors, la première chose que je dis, mais vraiment, je le dis et je le redis, parce que étant moi-même chercheuse en didactique par ailleurs, je trouve que parfois en didactique, on a une position extrêmement surplombante par rapport aux enseignants, notamment du primaire, du secondaire. Un enseignant sait mieux que quiconque ce qu'il est capable d'enseigner, une enseignante aussi.
et une enseignante, a fortiori de français, qui voit ses élèves en moyenne 5 heures par semaine, connaît mieux que d'autres sa classe, sait ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Ça, une fois posé, c'est pour dire que sur ces questions de sujets sensibles, pour moi, la première question, c'est d'abord la question de la sensibilité de l'enseignant, de ce qu'il a, de comment il a envie d'aborder les choses, de s'il a envie d'aborder les choses. Et c'est parce qu'un enseignant qui n'est pas à l'aise avec certains sujets, c'est un enseignant qui va mal les enseigner, en fait. Voilà. Et il y a toujours une possibilité d'enseigner certains sujets par d'autres biais que certains textes. Ça veut dire, par exemple, la question de la violence sexuelle faite aux femmes, elle peut avoir une place dans le cours de littérature, mais on n'est pas obligé d'en passer, par exemple, par une scène de viol. On peut en passer par une scène d'attouchement, si on est plus à l'aise avec ça. Enfin voilà, il y a aussi plein de manières de médier les choses. Ensuite, je pense qu'il faut distinguer les outils pédagogiques et les outils didactiques. Les outils pédagogiques, c'est tout ce qui a trait au climat de classe. Alors là-dessus, les États-Unis sont énormément en avance par rapport à nous. Ça fait depuis des décennies qu'ils ont posé cette question, en fait, que les collègues nord-américaines ont posé ces questions. Donc on connaît le trigger warning, l'avertissement, la question effectivement de comment on prépare un climat de discussion si jamais il y a des réactions difficiles, comment on pose ce cadre, ce qu'on appelle le safe space, donc un espace sécurisé de parole, qui ne sont pas des outils conclusifs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on a averti que l'effet du texte ne sera pas le même. Je veux dire, un élève ou une élève qui a vécu des violences et qui le lit en classe peut subir un choc, etc. Donc l'avertissement peut lui permettre de se protéger, décider de ne pas écouter ou décider de sortir si on l'autorise, etc. Mais ça ne va pas empêcher l'effet du texte. Mais par contre, ce que ça crée, c'est la possibilité d'un dialogue. C'est une manière de dire pour l'enseignant, l'enseignante, je sais que ce qu'on va aborder peut être difficile. Et c'est ça en fait, ça débloque juste cette ligne-là. Parce que, pas oublier qu'un enseignant et une enseignante, il enseigne dans une institution qui exerce une autorité, a fortiori au secondaire, avec des phénomènes d'examen, de validation, de notation. Donc oui, pour un élève du secondaire, ne pas écouter un cours par exemple parce que ça le choque, ça peut aboutir à une mauvaise note. Donc quand l'enseignant dit « je sais que ça peut être difficile, je suis là pour en discuter », c'est une manière de débloquer cette possibilité-là, l'effet du choc que peut représenter le fait d'aborder des sujets très difficiles dans un climat dans un contexte où on n'a pas le choix en fait. Parce que c'est pas pareil de lire un texte violent chez soi, dans son lit, et de pouvoir éclater en sanglots ou de refermer le livre parce que c'est trop violent, et de devoir le lire en classe, entouré de ses camarades, etc. Donc ça, je pense que ça débloque la parole. Je pense que c'est aussi des sujets sur lesquels... Moi, je pense que c'est des sujets sur lesquels, en tout cas la question des violences sexuelles faites aux femmes, aux enfants, mais tout ce qui peut être traumatique, en fait, je pense qu'on peut penser aussi à la question de la migration dans des classes où on va avoir des élèves qui auraient vécu ça, etc. C'est des sujets, je pense, où il ne faut pas évaluer, ou alors il faut évaluer de manière médiée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas évaluer les contenus, il faut évaluer l'écoute, par exemple, en tout cas, il faut... peut-être juste la présence. En tout cas, il faut trouver un moyen que la pression de l'évaluation ne soit pas trop forte. Parce que si on fait une interro de lecture, de cours sur comment le viol est représenté dans Madame Bovary, pour moi, ça me semble compliqué en termes de pression qu'on peut mettre sur les élèves. Donc ça, c'est tout ce qui a trait aux outils pédagogiques, plutôt à la pédagogie, au climat de classe qu'on veut créer. Et après, il y a quand même la question des outils didactiques, dont l'évaluation fait partie aussi, mais c'est-à-dire là vraiment les procédés spécifiques qu'on met en place par rapport à sa matière pour enseigner tel ou tel sujet. Donc ce que ça veut dire, c'est comment en littérature et de manière littéraire, on enseigne les questions de violence sexuelle. Ce qui ne va pas être la même question pour la didactique de l'histoire. Comment, de manière historique, on enseigne la question de violence sexuelle. Et donc moi je pense que, et là ça reste un champ qui n'est pas encore extrêmement défriché. En plus, il faut rappeler qu'en France on est dans un système, encore une fois, institutionnel, où la question des évaluations, des examens est très importante et qu'on a un devoir de former nos élèves à des examens. On peut le regretter, mais voilà, au bac, il y a une dissertation,
un commentaire de texte, une lecture analytique, et on peut le regretter et on pourrait penser les choses autrement, mais n'empêche que c'est sur ça qu'ils vont être évalués à la fin de leur parcours, pour la plupart d'entre eux, en tout cas dans les filières générales et technologiques. Et ça signifie qu'on doit aussi les former à ces exercices-là. On a ce devoir-là de leur donner les outils pour réussir. Et donc, il y a des manières d'enseigner ces textes-là qui vont souvent en plus susciter un certain intérêt, un certain investissement, comme je le disais, les questions narratologiques. C'est-à-dire créer des exercices autour des questions de point de vue, des questions de voix, par exemple la question de est-ce que le personnage féminin parle proportionnellement, est-ce que le personnage féminin parle autant ou moins ou plus. Des questions de lexique. Quels sont les verbes associés au personnage féminin? Quels sont les verbes associés au personnage masculin? Il y a une chercheuse en data mining qui a fait ça sur les textes de Jane Austen. Et c'est très intéressant de voir que les personnages féminins sont très souvent associés à des activités féminines et à une forme de passivité. Non, mais je peux vous retrouver Ça, je mets... ça sera pas flou. Ouais, bien sûr. Et je vous donnerai aussi le nom d'un carnet qu'on a créé avec Anne Grandénon qui s'appelle Malaise dans la lecture, où on aborde ces questions-là. Voilà, donc c'est ça, c'est la question de la didactisation en fait des violences sexuelles. C'est-à-dire comment on en fait un outil qui peut être enseigné littérairement. Après, il y a aussi toute la question du débat en tant qu'outil didactique, et ça c'est une autre question, mais comme c'est parfois des questions d'interprétation, on peut mettre en place des outils qui permettent de débattre et du coup de faire aussi, et ça c'est des choses à mettre en place de manière précise et en s'attendant à des réactions qui peuvent être parfois choquantes. Et parfois choquantes aussi pour les raisons auxquelles on s'attend pas. Par exemple, des élèves qui vraiment ne voient pas du tout le problème dans le texte. Ça peut arriver. Ou des élèves qui trouvent qu'elle l'a bien cherché quand même, y compris les filles. Et donc, essayer, là, ça va être des exercices qui vont être à la croisée donc, des compétences de prise de parole, d'interprétation du texte, de prise de parole orale, qui sont aussi des compétences qu'on cherche à valider en français, en tout cas à favoriser, et des compétences d'éducation morale et civique, donc ça peut se faire aussi avec des collègues d'histoire, mais de créer des moments de débat où on fait émerger, on fait réfléchir aussi aux stéréotypes de genre, parce que on peut dire que c'est les grands méchants auteurs du 19e siècle ou du 18e siècle qui écrivent qui écrivent des textes qui sont imprégnés de culture du viol, qui véhiculent la culture du viol. Enfin, la culture du viol, elle est partout, elle est tout le temps, elle est aussi aujourd'hui, et elle est extrêmement présente dans les outils et dans les objets culturels que consomment les élèves aussi. Alors, je pense que les élèves sont aujourd'hui... Enfin, moi, j'ai eu le sentiment quand j'enseignais dans le secondaire, toute proportion gardée, c'est mon expérience et c'est purement empirique, qu'il y avait des termes qui arrivaient, notamment chez les jeunes filles au lycée, comme consentement, qui arrivaient dans les discours que j'avais... Alors moi, quand j'ai fait mon lycée, ce mot n'existait pas, quoi. Donc les choses changent, mais bon, ça peut être intéressant aussi de, je sais pas, leur proposer de faire des comparaisons, justement de la littérature comparée. Donc lire un texte du 19e siècle et comparer, je sais pas, la scène de séduction ou de viol avec une scène de leur série préférée ou d'une des séries qu'ils regardent beaucoup, qu'on regarde avec eux et qui représente là aussi une agression, mais qui n'est pas perçue parce qu'elle est esthétisée par la caméra, parce que ça représente l'amour, parce que c'est le modèle aussi de masculinité toxique qui est véhiculé. Parce que, en fait, ce qui me semble important aussi de préciser, c'est que dans les violences faites aux femmes et aux enfants, se joue un système patriarcal qui est aussi extrêmement violent à l'encontre des hommes, et en tout cas des jeunes hommes, des jeunes garçons, qui leur impose de se mettre en scène, de se représenter, de penser l'amour, de penser le rapport à l'autre, de penser l'hétérosexualité d'une façon qui est probablement pas celle qui va les rendre les plus heureux, en tout cas. Et donc je pense que ça c'est aussi important à dire, déconstruire les rôles de genre des deux côtés. L'affaire d'Amazon a vraiment rivé les débats sur la culture du viol. Ouais. Dans ce contexte, est-ce qu'il y a des lacunes? Quel est le rôle de la littérature? Est-ce que la littérature est aussi puissante pour éduquer là-dessus? Elle est où la littérature dans ce contexte? C'est encore une fois une très bonne question. Alors la littérature, ça dépend ce qu'on entend par littérature. D'abord la littérature dans l'enseignement, l'institution, c'est d'abord une discipline qui s'appelle le français.
et qui est avec les mathématiques dans l'enseignement commun obligatoire, la discipline la plus enseignée. Donc elle a quand même un rôle absolument central. Alors le français, c'est pas que la littérature, c'est aussi la langue française, mais on lit en France, en tout cas, beaucoup de textes littéraires et dès le plus jeune âge. Donc elle a un rôle central et ça veut dire que la sensibilisation, à mon avis, des enseignants à ces questions-là est essentielle. Parce que après, on peut penser que non, hein, mais moi je pense que la littérature a une vocation a aussi une vocation sociale, elle l'a toujours eue en fait. Et cette vocation, c'est celle de nous apprendre à bien vivre. Alors bien vivre, ça veut dire bien vivre avec soi, se découvrir, s'épanouir, s'émanciper. Mais ça veut dire bien vivre avec autrui, et bien vivre, ça veut dire bien vivre dans des relations de soins, d'écoute, et ça veut dire bien vivre, faire le bien aussi. Alors c'est pas du tout dans un sens religieux, évidemment, je pas du tout, c'est vraiment plutôt dans un sens d'éthique du soin, d'éthique du care, comme on dit, ou un sens assez féministe, de penser la façon dont le soin peut être politisé, peut faire partie de nos relations. Et je pense que la littérature, parce que c'est un outil, donc, alors, dans l'enseignement, mais aussi parce que c'est un outil qui se base sur des textes écrits, oraux, du discours et du récit. C'est des choses un peu différentes. Donc du langage. C'est un outil extrêmement puissant pour accéder au point de vue d'autrui. Quand on lit un récit et qu'on est dans la tête d'un personnage, on peut ne pas adhérer à son point de vue. En plus, en fonction de la façon dont le texte est écrit, on va le percevoir ou pas. Mais n'empêche que la multiplication des points de vue, la lecture de l'expérience d'autres êtres vivants, c'est aussi des façons, à mon avis, de sortir de soi pour penser l'autre et du coup pour se penser en relation avec l'autre. Voir ce qui résonne chez l'autre de nous et ce qui chez nous peut résonner chez l'autre. La littérature pour moi elle a une vocation essentielle. La seule chose c'est qu'elle est ce devoir, ou en tout cas cette vocation peut-être éthique et poétique, parce que tout ça évidemment ça passe. Ce qui fait que la littérature a une puissance, c'est que ce langage, il n'est pas seulement communicationnel, il va être esthétique, il va être poétisé. Et c'est la beauté qui aussi permet d'entendre certaines choses. C'est parce qu'une phrase résonne comme ça, c'est parce que telle phrase est écrite comme ça, c'est parce que la violence se dit avec un texte violent, par exemple, qu'on peut l'entendre. Qu'on peut, tout comme l'image, hein, d'ailleurs, l'image qui est plus frappante, mais il suffit de lire, je sais pas moi, Virginie Despentes, ou même là je lisais Chienne de Marie-Pierre Lafontaine, qui est un roman qui dénonce l'inceste qu'elle a vécu de la part de son père et de sa mère. C'est un roman extrêmement violent dans son écriture elle-même, extrêmement coup-de-poing, quoi. C'est des phrases très courtes, des phrases... Et ça joue évidemment dans notre capacité à percevoir ce qui se passe, ce qui existe. Je pense que la littérature, ça nous permet de faire l'expérience d'autre chose, d'autrui, de l'altérité. Et tout ça avec du langage. Alors, le langage, c'est aussi le médium de la pensée. Donc, c'est quand même un outil formidable. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait tout à gagner aussi à travailler la littérature en lien avec l'écriture. On en parlait un peu, l'écriture créative. Parce que c'est une chose de lire des textes, c'est une chose de les lire pour se mettre à écrire. Quand on lit des textes pour se mettre à écrire et qu'on comprend ce que la littérature fait, c'est-à-dire que la façon dont on dit les choses change, ou en tout cas influence le message qu'on veut faire passer, ou appuie, soutient, même modifie le message qu'on veut faire passer. Quand on commence à comprendre ça, on commence à saisir le pouvoir de l'écriture et de la littérature. Pas seulement parce qu'il nous permet de recevoir, de percevoir l'expérience d'autrui, mais parce qu'il nous permet de transmettre une expérience aussi.
Et ça, je pense vraiment que le lien lire pour écrire, écrire, est absolument essentiel et qu'on gagnerait à le développer davantage dans l'enseignement et dans la recherche. C'est sûr. Si vous deviez recommander un seul livre qui permet de mieux comprendre les violences, le viol et ses conséquences, lequel vous choisiriez? Un seul. C'est difficile cette question. Bon, les top 3. Le top 3 si vous voulez. Mais on essaye d'alterner parmi les classiques, les contemporains. Ok. Oh non, c'est très dur. Je pense que le premier qui me vient en tête, mais c'est parce que c'est très récent que je viens de le lire, c'est Triste Tigre de Neige Sino. Donc là, c'est un viol spécifique qui est l'inceste qu'elle a subi et de la part de son beau-père et qui, à mon avis, est extrêmement intéressant parce qu'elle a elle-même une formation littéraire et donc elle réfléchit à la façon dont la littérature ne l'a pas sauvée, c'est ce qu'elle dit, mais en même temps dont la littérature lui permet de penser son expérience et de partager son expérience. Et ça, c'est vraiment un texte qui me semble assez essentiel sur la question du viol et de l'inceste. Je pense évidemment à Mémoire de fille d'Annie Ernaux, parce que aussi le style d'Annie Ernaux qui évidemment refuse le lyrisme, refuse la métaphore, est extrêmement intéressant pour raconter ce qui se passe. En fait, elle raconte ce qui se passe. Et ça oblige le lecteur ou la lectrice à se demander ce qui se passe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le parcours d'Annie Ernaux qui a quand même mis des années. C'est en 2020 qu'elle a, je crois, dit, après MeToo, dit en fait c'était un viol. Elle a toujours refusé le mot de viol. Et elle a fini par le mettre. Et je trouve ça intéressant, je trouve ça courageux, déjà hyper courageux de sa part, de revenir là-dessus. Et puis, je pense que c'est intéressant parce que ça montre que finalement, la réception contemporaine, le fait d'appartenir à une certaine communauté interprétative, etc., ça modifie notre regard sur les textes, même si c'est son propre texte. Une classique. Un classique, c'est difficile parce que j'ai pas en tête de classique qui puisse vraiment... Si, peut-être une vie de Maupassant, mais encore faut-il que les lecteurs et les lectrices saisissent qu'il s'agit d'un viol et que en fait, c'est un viol conjugal qui manifeste la situation de domination totale dans laquelle le personnage est placé. Donc c'est compliqué, j'ai pas beaucoup de textes classiques. Si vous voulez, on laisse Annie Ernaux et les deux premiers. Oui, on peut, mais après... Parce que je suis pas sûre que une vie, par exemple, lue comme ça, permette à tous les lecteurs et toutes les lectrices de se dire c'est terrible ce qui lui arrive, effectivement, ça va ensuite conditionner tout le reste du parcours du personnage. Donc, si vous... des textes classiques que je pourrais... C'est les Métamorphoses d'Ovide, qui dit par exemple... la métamorphose de l'histoire de Daphné et Apollon. Ça, c'est vraiment un texte qui dit très bien les conséquences même physiques, comment le trauma vient s'ancrer dans un personnage qui se transforme en laurier. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant, c'est que l'image de l'arbre et de la forêt comme un outil alors le mot est galvaudé, mais résilience vraiment au sens psychologique, au sens de Cyrulnik, outil de résilience pour les victimes de viol et d'inceste, est une image qui revient souvent. C'est une image qui revient notamment beaucoup en littérature de jeunesse. Des personnages d'enfants qui se transforment, qui partent dans la forêt ou qui se transforment en arbre le temps de guérir. Et c'est très intéressant ça. C'est de dire que l'image d'une sorte de retour à la nature, au vivant, pour pouvoir revivre. Oui, voilà, les métamorphoses, c'est vraiment... Et si on garde qu'une seule œuvre, ça serait laquelle ? La plus didactique, à mon sens, là-dessus, c'est Triste Tigre. C'est celle qui vraiment parle le mieux de ça.
En tout cas, c'est l'inceste, mais ça reste une domination. Pour résumer, en tant que chercheuse, mais aussi en tant que lectrice, que retenez-vous de votre exploration littéraire des violences sexuelles? Je retiens que la violence, cette violence-là est absolument endémique et qu'elle est partout. Enfin, en tout cas, elle me saute de plus en plus aux yeux. Je suis parfois extrêmement gênée quand je lis un texte ou que je vois un film parce que je perçois des violences que j'aurais pas perçues avant. Mais je retiens aussi un immense... le sentiment d'un espoir aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression que, peut-être parce que je travaille avec des collègues qui sont tout aussi mobilisés là-dessus que moi, mais qu'on a enfin, en tant que chercheur ou chercheuse en littérature, là on a vraiment une entrée pour être utile, et la littérature n'a pas que pour vocation d'être utile, mais c'est quand même très agréable de pouvoir être utile. Et cette espèce de vocation sociale et humaine qu'a la littérature, elle me semble pouvoir vraiment se manifester dans les recherches que je mène, et j'ai vraiment le sentiment d'être très à ma place en fait. En adéquation, c'est pas facile, c'est d'ailleurs d'autres questions aussi, comment on accompagne les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur ces questions-là, c'est une vraie question. Mais moi, ça me donne le sentiment d'être à ma place en fait. Et ça fait du bien, en fait. C'est difficile, mais ça fait du bien de se dire que son métier, son travail, servent à quelque chose, ou en tout cas que c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est très personnel, hein. Après c'est pas un élargissement, voilà, mais c'est personnel. Merci beaucoup Anne-Claire, merci beaucoup. De rien.